Sweep, le podcast sur la culture hip-hop. Yo yo yo, Marine Easy, aka Marine Vronizowski pour les intimes, comment tu vas? Ça va bien et toi, Mathis? Ça va, j'ai bien dit ton prénom? Oui, franchement, je suis épatée. Ouais. Bien sûr. Ah. Et moi, tu ne me l'as pas demandé, mais ça va aussi. Tu m'as Et- pas dit bonjour, oui, c'est pour ça. Bonjour Marine, ça va? Bien, et toi? Ouais, ça va. J'en profite pour un petit peu présenter les différents endroits où on peut trouver le podcast, qui s'appelle Sweep, pour ceux qui n'ont pas vu le nom et qui tombent peut-être par hasard sur cette interview. SWEEP, et c'est dispo sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Donc, si le podcast vous plaît, chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous pouvons démarrer. Est-ce que ça te dit, on va démarrer par ta présentation, un peu ton parcours, et on t'aidera si on a l'impression qu'on a besoin d'éléments en plus. Est-ce que juste tu peux te présenter comme tu le sens? Comme je le sens. Ok, c'est un peu l'instant CV. Euh, me présenter. Du coup, j'évolue dans le milieu de la danse depuis un certain temps en tant que danseuse interprète en compagnie, en tant que danseuse de battle aussi, intervenante dans des centres de formation ponctuellement, et pédagogue. À côté de ça, je suis aussi activiste via l'association Fish and Shoes et le collectif On n'arrêtera pas de danser. Voilà, en gros, et j'habite Bordeaux. Ok. Donc tu danses. T'as commencé à danser à quel âge? Alors, j'ai toujours dansé, on va dire. J'ai toujours voulu être danseuse d'ailleurs. Mais j'ai commencé à prendre des cours à l'âge de 10 ans. Ok. C'est drôle, les gens qui disent j'ai toujours dansé, ça me fait toujours bugger parce que moi, vraiment, je sais qu'il y a eu un moment donné où c'est sûr que j'ai démarré et avant, c'est sûr que j'étais pas danseuse. Ça veut dire quoi, j'ai toujours dansé? J'ai toujours dansé, j'ai toujours voulu danser. J'ai demandé à prendre mon premier cours à l'âge de 3 ans. Je suis allée, bon, j'étais hyper timide, donc j'ai j'ai vite été à reculons. Et j'ai recommencé à demander à l'âge de 10 ans, une fois que j'étais un peu moins timide. Mais sinon, j'ai toujours voulu. Et je me souviens même d'une fois, je devais avoir 6-7 ans, où l'institutrice demandait à tout le monde qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Et moi, j'ai répondu danseuse. Et de suite, bon, toute la classe a rigolé. Mais en gros, moi, j'étais très, très convaincue à l'époque que j'allais terminer danseuse, quoi. Ok. Ton premier cours était à 3 ans, mais Ouais. c'était quoi ce cours? Parce qu'à 3 Un ans, cours d'éveil. C'était un ça cours fait... d'éveil à la danse, quoi. Ok. Tu te rappelles un peu ce que tu faisais? Parce que, enfin, moi, ça me paraît trop bizarre, parce que pour moi, t'apprends à marcher à 2 ans, non? À 3 ans, si tu commences à faire des gros moves de break, là, de danse et tout, je me dis, mais what? Franchement, je m'en souviens pas. Je me souviens juste du juste au corps et des collants. Non, pas de ce qu'on a fait, clairement. Et pour être capable autour de 10 ans, 6 ou 10 ans, de dire qu'on veut être danseur, ça veut quand même dire que dans ton éducation, on t'a expliqué que ça pouvait devenir un métier et que ça existait d'être rémunéré en tant qu'artiste, ou c'était une intuition? Parce que moi, je sais que c'est que quand j'avais 17 ans que ma mère un jour m'a dit: Ouais, ça te dit de faire une école de danse pour devenir danseur? Et que je me suis dit: Ah oui, c'est vrai que c'est un métier. Mais c'est à 17 ans que j'ai réalisé ça pour la première fois. Toi, on te l'a appris dès que t'étais petite? On me l'a pas appris, mais bah, la danse, c'est un peu un truc de famille. Il y a pas de danseur ou de professeur de danse dans ma famille, mais par contre, on est tous passés par la même école de danse, une école de quartier. Donc aussi bien mes cousins, cousines, sœurs, tantes, voilà. Et en même temps, j'ai été très vite baignée dans les clips vidéo, Michael Jackson, etc. Et j'ai toujours vu des danseurs à la télé. Je me suis toujours dit, bah voilà, je peux vivre de ça. Et j'ai toujours vu ça comme un métier. Je me suis jamais dit que c'était pas un métier. En fait, c'était juste une logique. Voilà. Mais on m'a pas dit danseur, c'est une évidence. Donc tu fais partie
Tu fais partie des nombreuses personnes qui se sont mis à la danse en regardant Michael Jackson. Ce n'est pas notre cas, je pense. Ah, moi un peu quand même. Ok. J'avoue. Décidément, tout le monde. Je suis jaloux. Peut-être pour ça qu'il me manque un petit quelque chose. Bah, il m'a beaucoup inspiré quand l'école de danse de Pontcharrat elle voulait pas m'accepter parce que j'étais trop jeune, tu vois. Du coup, c'était un peu avec lui que j'apprenais à danser. Et oui, voilà, Et, c'est euh, ça. et du coup, Faut y toi, aller. c'était pareil, Marine, pour Michael Jackson. C'est parce que t'étais pas accepté dans d'autres écoles ou juste t'es tombé sur des clips. Ça se passait comment? Que ma mère adorait Michael Jackson. Du coup, on se tapait tous les clips vidéo à la maison. On avait des cassettes, enfin des DVD, des tournées de Michael Jackson. Et que je m'amusais à faire pause lecture pour apprendre le moonwalk, tu vois. C'était vrai. Comme beaucoup de danseurs, hein, effectivement. Et du coup, ensuite, à partir de là, comment est-ce que du coup tu as fait de l'éveil à 3 ans, puis ensuite rapidement tu sais que ça va être ton métier, etc. Là, c'est un podcast qui parle de danse hip-hop et d'artistes qui viennent en tout cas du hip-hop. Comment tu te retrouves à te sociabiliser avec des gens de cette communauté et aussi à faire tes premiers mouvements hip-hop, à apprendre tes premiers mouvements hip-hop? De cette fameuse école de quartier, on faisait des galas de fin d'année, chaque année. Et il y avait du coup le fils de ma prof de danse qui avait un crew. Il y avait aussi bien des breakers que des danseurs debout. Et à regarder ce qu'il faisait, je me dis, mais j'ai trop envie de faire ça en fait. C'est un peu l'énergie vers laquelle j'ai envie de tendre. Et eux m'ont parlé en fait du Juste Debout, du JD. Et donc je suis allée à mon premier JD en 2006, quand c'était encore à Coubertin, et pas à Bercy. Et alors là, je suis tombée totalement amoureuse de la culture, des gens. Je me souviens que j'avais ramené ma mère, du coup, j'avais 13 ans. Et voilà, en fait, c'était un peu mes débuts. Et ensuite, à l'âge du coup de 16 ans, j'ai commencé à prendre mes premiers cours au lycée. On avait un intervenant qui s'appelait Damien Tavel, qui fait partie du Specimen Crew, Malcolm à l'époque, Thibaut, etc. Et voilà, j'ai commencé à savoir ce que c'était que le locking, popping, house dance. Et voilà, je suis rentrée comme ça. Donc, surtout des danses debout, tu as fait aussi du break, qui est la danse hip-hop qui se fait au sol. J'ai aussi fait du break. Et ouais, j'ai aussi commencé par le break. Mais j'ai très vite compris que je voulais rester sur mes deux pieds bien, bien. Et que le sol, c'était pas trop mon truc. Donc, ouais. Pourquoi? Pourquoi? Ok. Euh, pourquoi? Parce que j'avais très envie de groover, j'avais très envie de passer par du flow, par des sensations et, euh, et que c'était beaucoup plus facile d'improviser quand t'es debout que quand t'es 4, 3 ou 2 appuis au sol, quoi. Et puis il y avait un peu ce truc de bah, ça fait mal. Le break, ça fait mal. Donc j'avais pas très envie de me faire mal, j'avais plutôt envie de kiffer. C'est plutôt ma ligne directrice de kiffer en fait. Voilà. Ok. Et donc, tu fais des écoles de danse, ou en tout cas, tu as tes cours au lycée. Ensuite, tu es arrivé à la formation Révolution à Bordeaux, par laquelle sont passés pas mal de danseurs hip-hop hybrides. Et tu es passé par la case crew, la case par laquelle passent pas mal de danseurs qui se retrouvent à un moment donné à former par affinité un groupe, une sorte de famille avec laquelle ensuite tu vas voyager, faire des battles. Je suis pas passée par la case crew, je suis passée par la case groupe de danse. Déjà, j'ai fait des concours modern jazz, etc. Et ensuite, dans la catégorie hip-hop, j'ai eu une compagnie semi-professionnelle à Caen, parce qu'il y avait entre le lycée et le centre de formation Révolution, j'ai eu 2 années à Caen. J'ai commencé à avoir une famille hip-hop là-bas. Et du coup, on avait la compagnie Welcome Project, où on faisait des spectacles et soirées ensemble. Et, j'ai vraiment grandi avec les valeurs de bienveillance, partage. Vraiment là où je me suis dit, bon, ok, on va passer l'étape de faire un centre de formation, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, tu fais de la danse debout, mais enfin, c'est super large comme terme. Tu fais quoi exactement comme danse? Tu pratiques quoi? J'arrive pas à trop.
forcément de cases, on va dire. Vu que je suis passée par énormément d'apprentissage, beaucoup de danse, vraiment de stages, mon truc, c'est vraiment la pluralité. Donc, je fais un mix de tout ça. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai beaucoup d'influences pop, parfois des énergies crump. Mais comme j'ai fait pas mal de danse académique, j'ai fait à peu près 6-7 ans de danse académique, jazz, en passant par le contemporain et classique, j'ai pas mal de lignes aussi. Bah voilà, c'est un mix de tout ça et c'est pour ça que je me retrouve plus dans des battles all style que des battles pop ou house ou autre parce que j'aime bien mixer et que j'ai pas voulu pousser volontairement aussi telle ou telle danse. Voilà. Du coup, même si je comprends que c'est dur de mettre dans des cases d'une discipline parce que tu as eu tout un tas d'influences, peut-être que pour que les gens s'imaginent ta danse, viens, on essaye un truc. Viens, t'essayes de comparer ta danse à un plat de cuisine. C'est un grand mix. Je sais pas si. Enfin, voilà. Un petit plat comme ça. Bah, c'est un gâteau alors. Genre, avec un peu de farine, un peu d'œuf, un peu de beurre par-ci par-là. Euh, Comment je fais ça? Comment je fais une recette de cuisine comme ça? Pas dire. J'ai les grosses bases. J'ai des grosses bases du coup académiques. Donc ça c'est pour l'appareil de base de ton gâteau. Et, euh, et vraiment au fur et à mesure, c'est vraiment des périodes où j'avais une période house dance, une période ensuite où je suis passée vraiment par de la funk, par les funky style. Et aujourd'hui, je me retrouve de plus en plus ouais, dans les énergies pop et crump. Alors, c'est un gâteau qui évolue au fur et à mesure. Il n'a pas un goût particulier. Et, il évolue encore aujourd'hui. Ça, voilà, c'est un formidable gâteau qui évolue aujourd'hui. En tout cas, c'est sucré, quoi. C'est sucré. Euh, Tu dis qu'il évolue, il évolue par rapport à quoi? T'as des influences qui t'aident à évoluer ou pas? Mmh. Bah, c'est beaucoup les rencontres. Alors, je crois que j'ai une danse très sociable et sociale. Euh, donc, j'évolue pas mal au gré des rencontres, au gré ouais, des danseurs que je vois, des sensations et des émotions que j'ai au jour le jour, en fait. Il y a des courants qui me plaisent pas mal, notamment en ce moment, c'est la danse théâtre qui me plaît de plus en plus et les énergies assez contemporaines. Euh, ouais, faut répéter la question, je me suis perdue. Je Les te énergies. demandais les influences. Mais après, tu vois, ça peut être des influences. Là, tu nous as cité des influences hors de ta discipline en soi. Et est-ce que tu as des influences dans ta discipline? Qu'elles soient old school ou plutôt récentes? J'ai un peu perdu le fil, j'avoue, des danseurs d'aujourd'hui. J'ai eu une grosse période à regarder, à aller à beaucoup de battles. Et forcément, enfin, j'ai une danse assez empathique. J'ai commencé la danse par aussi du mimétisme en fait, corporel. Et c'est pour ça que très vite, j'apprenais assez facilement de telle danse, telle danse, telle danse. D'où le nombre de stages que j'ai fait et comment ça mixe aujourd'hui. Mais ça reste pas mal de la danse hip-hop debout. Je suis pas très très construction, mais je suis plutôt, on va dire, gestuelle impactante et fine et subtile, dissociation, isolation. Je m'intéresse beaucoup au popping. Mais j'aime bien en fait que quand ça tire un peu vers le théâtre physique, la qualité du geste et la finesse du geste en fait. Plutôt que des grosses constructions, de l'architecture ou des gros trucs. Hmm. Quand tu faisais des battles, t'en fais encore? T'es plutôt du style à écrire les passages que tu fais ou tu fais partie plus des danseurs qui sont en total freestyle et qui arrivent le carnet vide en battle et qui laissent faire l'instant? Eh bien, la deuxième proposition.
J'écris absolument rien, en fait. Je suis vraiment une amatrice d'improvisation. C'est totalement ma ligne directrice, même quand j'interviens dans des centres de formation, tous mes ateliers sont à base d'impro. J'aime l'instant, j'aime savoir, enfin, justement, ne pas savoir ce qui va se passer et être totalement dans le de quoi je suis capable aujourd'hui. Pour ça, C'est vous marrant riez. parce que juste avant, on a eu Mufasa. Ok. Et genre, ça fait quelques fois que tu te dis, j'ai l'impression que vous êtes les mêmes, quoi. On dirait que vous êtes passé le mot. Ouais, il y a plein de similitudes. Genre, quand je t'ai demandé les influences, t'as presque dit les mêmes choses qu'elle, quoi. Ouais, Ça, c'est drôle. c'est drôle. Et pour continuer sur le parcours qui mène ensuite au métier que tu fais, enfin, aux différents métiers que tu fais par le biais de la danse, parce qu'il n'y a pas que celui de danser sur scène en tant que danseuse professionnelle, mais il y a aussi toute la partie de coaching artistique et de rapport social à la danse que tu as. Et revenir un peu sur les battles, tu as une danse empathique, tu as un rapport aux gens dans la danse qui est de l'ordre du partage. Comment ça se fait que tu t'es retrouvé à faire des battles qui est quand même une compétition où on est censé être le meilleur pour gagner face à l'autre? Oui, j'avoue, c'est paradoxal. Parce que je kiffe en fait euh, ce moment où on s'autorise à être qui on veut au milieu de tout le monde. Et genre, on, on sait que c'est ton endroit, c'est ton moment, et tu as le droit de faire ce que tu veux à ce moment-là. Et c'est hyper sécurisé en fait. Comme la scène en fait, c'est un endroit de sécurité puisque on te demande justement bah, d'être qui tu es à ce moment-là. On te demande de te dépasser et toi, tu es là parce que tu as envie de te dépasser et tu as envie aussi d'être en interaction avec l'autre et de voir qu'il se dépasse aussi. Donc en fait, l'endroit du battle, pour moi, c'est juste un endroit de grand kiff et de dépassement de soi et d'échange. Et pour moi, c'est vraiment un moment hyper magique. C'est un endroit. Je me souviens en fait de Claudine Huneau, qui est une psychanalyste que j'avais eue en formation de coaching, qui parlait en fait donc, de ces endroits sécurisés que sont la scène ou d'autres, où c'est l'endroit du réel. En fait. Et il y a pas forcément, tu vois, les codes de société. Il y a quoi est-ce que tu as envie de donner. Et surtout, tu as un public qui te sauce à être qui tu veux à ce moment-là. Tu as un DJ qui te porte et en face de toi, tu as quelqu'un qui te pousse aussi à te donner. Donc, moi, je vois le battle comme étant un tremplin pour aller encore plus haut, encore plus loin et toujours, ouais, ce truc de savoir de quoi tu es capable maintenant. Qu'est-ce que tu vas donner, tu sais pas, parce que voilà, je crie jamais rien, je peux pas écrire, c'est une démarche en soi de vouloir surtout pas écrire et, euh, et de voir ce qui va sortir et de se surprendre en fait, toujours se surprendre. C'est marrant de d'être dans la démarche où tu n'écris pas volontairement, tu ne sais pas ce qui va se passer, c'est ce qui te plaît, et, euh, et tu fais des battles qui, quand on en parle à ceux qui connaissent pas les battles, mais même beaucoup de ceux qui en font, disent que ça reste un endroit terrorisant, que toi tu poses les mots de sécurité sur le battle, mais aussi sur la scène, alors que pour beaucoup c'est des espaces de fragilité aussi. Ça veut dire qu'avant d'entrer sur scène ou d'entrer en battle, tu stresses même pas? Alors, si, bien sûr que si. C'est un endroit de sécurité bah, dans le sens où tout est cadré pour qu'il se passe ce qui se passe. Je veux dire, il n'y a pas de risque, il y a juste toi et le cadre. Et le risque, je trouve ouais, qu'il n'y a pas de risque, il y a juste, ok, t'es stressé parce que tu sais pas ce que tu vas donner, il y a le regard de l'autre, il y a le jugement des juges ou du public, mais c'est pas un endroit de risque, on va te dire, en fait, non, t'as pas le droit de faire ce que tu fais, t'as pas le droit d'être ce que tu es.
Au contraire, on te pousse à être ce que tu es. Donc, c'est en ça que je parle d'endroit de sécurité. Enfin, je veux dire, quand tu es sur scène, les gens payent pour que tu fasses les choses même, donc pour que tu sois là. Donc, la même chose quand tu es à un battle, le public a payé sa place pour que tu sois là à ce moment T. Donc, enfin, c'est en ça que je parle d'endroit de sécurité. Ok. Bien sûr qu'il y a du stress, parce que l'improvisation, ça passe ou ça casse en fait. Tu prends ce risque quand même, bah, que ça plaise pas ou que toi tu sois pas en accord avec toi ce jour-là et voilà. Mais je trouve que, enfin moi, ce qui m'excite le plus dans la danse, c'est vraiment l'inconnu, de pas savoir ce qui va se passer, de pas maîtriser. Tu maîtrises un minimum tous les outils corporels que tu as acquis tout au long de ces années de cours, de pratique, de training. Mais en soi, ton expression qui va se passer ce jour-là, tu sais pas de quelle ordre elle va être, tu sais pas sur quelle musique tu vas tomber, tu sais pas quelle énergie en face l'adversaire va te donner. Euh, ou voilà, comme t'es la même chose sur scène en fait. Et si tu te retrouves quand même dans une situation où tu te sens pas complètement disponible, où tu vas stresser pour je sais pas quelle raison, tu as une sorte de mallette à outils, de petits trucs que tu fais, de rituels avant d'entrer sur scène ou en battle, pour être pleinement dans ton corps, dans l'instant. De manière très pragmatique, la respiration. Et puis, je crois que donc pour la scène, ça reste assez écrit. Donc au final, tu te reposes sur les choses voilà, que tu as déjà traversées et tu essaies de les repasser dans ta tête pour être en confort. Après, pour le battle, je crois juste que quand je commence à stresser un peu, j'essaie de me rattacher à essaie pas d'écrire, essaie pas de te dire de faire ça. Ou si, juste prends le moment, prends le son, prends le temps de qui se diffuse dans ton corps et puis tu verras ce qui se passe à ce moment-là en fait. Mais cherche pas parce que c'est justement en cherchant que tu commences à stresser, à être dans l'anticipation, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors que pour moi, bah, c'est comment il s'appelle? Alain Knapp, qui est un metteur en scène. Il fait du théâtre d'impro et il dit que l'artiste il est plus riche de ce qu'il sait pas en fait, plutôt que de ce qu'il sait. Et, comme on a déjà tout en nous, en gros, on a déjà mille choses. T'as ton vécu, t'as les choses que tu vois au jour le jour, tout ce que tu apprends, tes rencontres, les choses de l'environnement, en fait. Tout ça, ça te nourrit au jour le jour. Donc, au final, quand tu arrives à un moment T avec une musique, bah, tu as une image qui est en tête, et là, tu peux développer tout un univers à partir de ça. Et t'as pas besoin de forcément arriver avec une histoire écrite et complexe, en fait. Juste prendre ce qui arrive là maintenant et le développer. Et dans les moments où tu as un peu de stress, c'est quoi qui te met la pression comme ça? C'est l'adversaire, c'est le public, c'est quoi? Ah, il peut y avoir plusieurs facteurs. Ouais, bah généralement ça peut être l'adversaire, clairement. Quand c'est quelqu'un que t'admires son travail ou juste sa présence limite t'englobe en fait si toi t'es pas hyper serein. Bah oui, forcément ça peut être déstabilisant, vraiment. Après le son aussi, parce que moi enfin je danse clairement sur le son, très très dans la musicalité. Et c'est là-dessus, en fait, c'est ma première base d'improvisation, c'est de savoir Hmm. qu'est-ce qu'il y a comme son et dans quelle énergie il va m'emmener, en fait. Si le son me plaît pas, c'est pas ouf ce qui va sortir. Ça me parle ouf ce que tu dis parce que moi aussi en top rock, je sais que ma performance en top rock, elle dépend vraiment du son. Et en général, quand je suis en battle, c'est des sons qui me plaisent pas du tout. Du coup, je me sens vraiment trop nul en top rock. Et tu fais comment du coup quand t'as un son qui te plaît pas pour essayer d'être le meilleur de donner le meilleur de toi-même? Ah, c'est dur, franchement, j'ai pas de recette miracle là tout de suite que j'utilise. Je me démerde comme je peux à ce moment-là, clairement. Et bah déjà, tu te reposes sur le beat, t'essaies d'être bien calé sur la musique et de bien t'imprégner de ça. Et ensuite,
Clairement, moi, je me repose énormément sur la personne qui est en face. De jouer avec elle, de sentir ce qui se passe. Si c'est quelqu'un qui est très communicatif, je lui dis, ok, je suis dans la merde, tu vas m'aider, on va faire que l'énergie se diffuse et aller vers un truc qui est plaisant parce que généralement, quand même, tu tombes sur des gens bienveillants. Enfin, personnellement, dans les battles où j'étais, c'était des gens assez bienveillants. Je trouve qu'il y a plus de gens bienveillants dans la danse debout que dans la danse, enfin, que dans le break. Je sais pas, c'est une croyance que j'ai un peu. De, Hmm. il y a, il y a pas la même compétitivité ou je sais pas. Ouais, j'ai envie de te rejoindre et à la fois il y a quelque chose en moi qui a envie de te contredire, mais en tout cas en termes d'ambiance, c'est Ouais. clair que si on veut avoir l'impression d'être à une fête, je pense que c'est plus conseillé d'aller à un battle de danse debout. Euh, et pour zoomer un peu sur la musicalité, parce qu'il y a des danseurs qui écoutent le podcast et des breakers, des b-boys, des b-girls qui écoutent le podcast, la musicalité dans le break, c'est en l'état actuel, en plus, quand on voit les danseurs de break actuels, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très peu creusé, ou en tout cas pas autant que vous le faites dans le hip-hop. Euh, Est-ce que tu crois que tu peux donner des clés, ou en tout cas réussir à expliquer des genres de bases, de règles de base que toi t'as en battle pour te servir du son? Qu'est-ce que c'est la musicalité en fait? Parce qu'en break, euh, on va dire que la base, c'est qu'on a un rapport au kick de la batterie, à la grosse caisse, tu vois, et qu'on va la plupart du temps se baser que sur cet instrument-là. Et des fois, on fait même pas gaffe à la grosse caisse, et juste on a le kick qui vient nous donner le rythme, et si on arrive à tout caler dessus, c'est cool. Je vulgarise, hein, parce que bien sûr, nous, on essaie en tout cas de s'intéresser à d'autres choses dans la musicalité, et je pense que plein de breakers le font aussi, mais vas-y. Et si j'avais des conseils à donner là-dessus, je crois que mon coloc beatmaker il aurait plus de choses à dire que moi. Euh, moi, en fait, je me repose vachement sur le fait que ça soit des samples et que ce soit des boucles. Dans ces boucles, il y a plusieurs couches de différents instruments. Et donc, premièrement, je cherche les bases. Donc, qui sont à peu près, je pense, les mêmes que le breakbeat, Mm. si je dis pas de bêtises. Et qu'ensuite, j'essaie de trouver tous les petits instruments, toutes les autres petites couches et comprendre à quel moment elles arrivent dans la boucle. Et puis ensuite, je me resserre à chaque fois, en fait. Enfin, soit je prends tel instrument pour tel 8, soit je prends l'autre à tel autre 8. Et, et en fait, je suis surtout une danseuse un peu d'accent, on va dire. Je cherche tout le temps les accents et les contretemps. Et j'ai pas un flow continu. Voilà. Donc très vite, je chope tout ce qui est dans les couches superficielles et au-dessus plutôt que les bases. Euh, et en fait, ce que j'ai toujours fait vraiment depuis toute petite, c'est que je me mets devant mon enceinte et je fais tout avec les mains. Je tape tout avec les mains, un peu comme si j'étais batteur, tu vois. Mais c'est une des clés que je peux te dire par rapport à la musicalité, c'est d'abord de tout prendre dans les mains, c'est tout choper et ensuite ça va venir naturellement dans le corps, ailleurs. Mais j'ai pas d'autres clés particulières là-dessus, faut que je creuse pour le. Non, mais c'est déjà pas mal en vrai. C'est déjà pas mal. Parce que c'est vrai que dans le break, vu qu'on c'est une danse d'espace et moins de corps, et que dès qu'on doit bouger, on bouge avec la tête à l'en-bas ou dans des axes particuliers, c'est plus compliqué de bouger son corps que ses mains. Donc c'est vrai que si déjà on arrive à le prendre dans les mains, ça peut être utile pour le reste du corps. Si on continue le tour d'horizon de ta vie, et que ensuite tu te retrouves, je raccroche un peu les wagons. Tu te retrouves à l'école Révolution à Bordeaux, qui est une école qui forme les danseurs hip-hop à d'autres danses académiques. Tu sors de cette école-là et direct, tu trouves du travail? Direct, oui, c'est même pendant, enfin, c'est la fin de deuxième année à Révolution que je passe des auditions pour la compagnie Diptyque et je suis prise. Donc, je crois qu'on est en avril et je commence l'été à travailler pour eux directement.
Et après, à partir de septembre, je suis avec la compagnie Shrikeys et la compagnie Androphine. Donc ça, ça commence direct. J'ai pas eu de temps mort du tout entre l'école et le monde professionnel du tout. Et Inch'Allah, ça va pas s'arrêter. Aujourd'hui, tu fais que partie de la compagnie Diptyque. Enfin, est-ce que tu fais encore partie de la compagnie Diptyque ou tu es encore dans d'autres compagnies? Je fais encore partie de la compagnie Diptyque parce qu'on a la chance que le spectacle dans l'engrenage tourne encore, enfin sans parler du Covid. Et après, à côté de ça, j'ai commencé à faire du coup un solo performatif avec la Dauphine sur Pro. Mais je continue à avoir des projets avec la compagnie Shrikeys. J'ai commencé une pièce de théâtre avec le Caliban Théâtre à Rouen. Je suis danseuse dedans, je suis pas comédienne. Et là, je commence bientôt une pièce qui s'appelle Bugging. Et voilà, je fais. Si. En même temps, je commence un petit peu à prendre le rôle de chorégraphe ou co-chorégraphe ou assistante chorégraphe dans d'autres projets, notamment un solo qui s'appelle Habitou de Ben Sidi Lakdar sur la libération du corps des femmes algériennes. Et je travaille sur un projet qui s'appelle Masse avec Jean-Philippe Raymond, donc pour le sentiment d'invisibilité. Et, on va travailler un peu de voguing dedans aussi. Voilà, ça c'est un peu le tour d'horizon des compagnies avec lesquelles j'évolue aujourd'hui. Ok. Et en parallèle de ça aussi, tu as pas mal voyagé en Guyane, en Réunion. Et je crois que c'est en Guyane, en tout cas, tu allé découvrir des danses traditionnelles de là-bas. Tu peux nous parler un peu de ce voyage? Projet. Alors c'est un projet qui vient donc de l'idée de d'Alan, qui est un Guyanais d'origine. Il est arrivé en France vers l'âge de 10 ans et il avait très envie de découvrir les danses traditionnelles guyanaises. Il en a parlé à Brahim Yacoub, qui est vidéaste réalisateur. Et Brahim lui a dit, mais on va carrément faire un documentaire autour de ces danses traditionnelles. Donc on est parti un mois aussi Marion, donc la troisième de notre trio. Et donc on est resté un mois sur place à voir donc les cultures créoles, les cultures bushinengue et culture amérindienne. Et donc on a évolué à peu près une semaine dans chaque communauté. Et bientôt, on espère avoir le documentaire qui va nous faire le récap de tout. C'était J'ai vraiment un l'impression très très beau projet, humainement parlant en tout cas, c'était magnifique. une semaine dans chaque communauté, j'ai l'impression que c'est un peu court pour vraiment s'imprégner Et oui, on a fait comme on a pu avec le budget qu'on avait. Mais ça reste une petite production en fait. Ouais. C'est vraiment du fait maison. Donc, ouais, c'est un petit séjour, mais quand même, il y a eu de très très belles choses qu'on a traversées. Donc c'est déjà très bien en fait. Et les rencontres se sont bien passées. Concrètement, tu arrives dans un village, il y a des gens, ils sont au courant que vous venez, vous vous mettez à danser. Comment ça se passe la transmission? Alors, ça dépendait vraiment des communautés. Au niveau de la culture créole, on a été avec un danseur créole qui était vraiment magnifique, Lionel, qui était. Bah, c'est un peu un pionnier de la danse là-bas et il nous a invités à un bal Koué et c'était super en fait de rencontrer les gens, ils étaient très accueillants. Donc ça c'était top parce qu'on arrive avec vraiment des bonnes intentions en disant qu'on est danseur, qu'on a envie d'être dans un échange bienveillant et que voilà, ça reste en tout cas un échange. C'est-à-dire que nous aussi on donne des ateliers en retour et voilà, on veut que ça reste dans le cadre du partage. Après, il y a certaines communautés, notamment celle Bushinengue, où il y avait un peu plus de réticence de leur côté, puisqu'elles ont déjà été, on va dire, contactées par des productions audiovisuelles qui étaient, à mon avis, beaucoup plus lourdes que les nôtres et arrivaient un peu avec leurs gros sabots de bah, s'il vous plaît, dansez pour nous, on va faire un documentaire sur vous, mais on va exploiter vos images et on va vous payer. Ça leur est déjà arrivé, donc nous, quand on est arrivé avec toute notre bienveillance et notre gentillesse, ils nous ont quand même regardé un peu de haut en disant mais
êtes qui vous? On vous connaît pas et vous arrivez comme ça et vous, enfin, vous petits colons de France, je sais pas comment vous allez exploiter nos images, tu vois. Ce qu'on comprenait très très bien et à partir du moment où on a montré que nous aussi on était danseurs et qu'on avait vraiment une envie de partage de culture, de richesse de savoir et de connaissances, et quoi. Et pour la culture amérindienne, alors là, ça a été magnifique. Ils nous ont invités à un grand repas avec leurs spécialités. Ils nous ont dit qu'on faisait partie de la famille. C'était incroyable. C'était incroyable. Mais du coup, ouais, ce que je ressens, c'est que il y a, en tout cas, peut-être pour la culture Bushinengue, il y avait une sorte un peu de perte d'authenticité parce qu'il y a énormément de gens, du coup, et de productions audiovisuelles qui viennent les voir et que très vite, ça vient monétiser leur image et leur savoir. Et voilà, c'est pas facile à vivre de leur côté non plus. Et du coup, ils n'ont pas très envie de se faire avoir et ça vient un peu du business. Voilà, l'authenticité n'est plus partout dans ce monde, donc il faut aussi le payer. C'est une des réalités, en vrai. Ok, nice. Et tout ce projet, aujourd'hui, il t'inspire beaucoup? Est-ce qu'il t'a beaucoup servi? Est-ce que dans les danses que tu as pu apprendre et tout ça, est-ce que tu ressors beaucoup de tout ce savoir que tu as pu avoir ou pas? Acquérir? Eh bien, j'ai envie de dire que pas forcément, parce qu'en fait, pas, non pas que je l'ai oublié ou quoi que ce soit, mais c'est qu'en fait, il y a eu la vraie réalité donc du Covid. C'est-à-dire que je suis rentrée et 3 jours après, c'était le confinement l'année dernière. Et il y a eu un sorte de gros retour brutal, pas forcément très bien vécu. Et donc je crois qu'on n'a pas voulu trop approfondir nos rencontres parce que normalement on devait se revoir avec l'équipe et on devait faire une création autour de tout ce voyage et ça s'est pas fait. Et bon, pour le moment, en gros, je pense qu'on va se revoir bientôt, mais j'ai mis un peu ça de côté parce qu'il y a eu des réalités qui sont venues tout de suite, fait qu'on n'a pas exploité plus. Mais ça va être le cas. En fait, j'attends énormément le documentaire pour me remettre dedans. Ces danseurs que tu as rencontrés, et les danses qu'ils pratiquent, ils les font pour eux et de manière traditionnelle ou c'est aussi des gens qui, comme nous, sont dans des démarches professionnelles de gagner de l'argent grâce à la danse et de présenter des spectacles à d'autres? Alors, il y a différentes choses. Euh, je crois que pour la plupart des gens qu'on a rencontrés, en fait, c'était pas mal des associations qui préservaient du coup leur culture via des prestations, en fait, tout simplement, des associations qui font des shows et des prestations et du coup sont payées pour leur art. Et j'ai pas l'impression en fait que ces cultures soient forcément. Enfin, c'est comme nous, genre en France, t'as pas de danse forcément traditionnelle en France que tu vois partout et que tu vas danser à chaque réunion de famille, tu vois. Il y a vraiment après en Bretagne, tu vas aller voir du folklore. Enfin voilà, ce sort de folklore, ça reste des associations qui les pratiquent pour une préservation du savoir, pour une transmission aux futures générations. Et forcément dans des grands événements ou des cérémonies, des mariages, mais c'est pas, euh, c'est pas un truc que tu vas ressortir à chaque réunion de famille et voilà. Donc forcément, les gens qu'on a croisés, c'était pas mal une part, c'était pas leur métier à temps plein. Enfin, pour certains, ils donnent des cours de danse, donc oui, mais c'est pas des danseurs comme nous qui allons faire des tournées et vivre totalement de ça en fait. Non, ça reste des danses sociales en fait. Donc elles ont été créées par déjà pour comment dire pour remplacer le dialogue. C'est-à-dire on va tous travailler au chant. Du coup on a une chanson clairement sur le travail au chant avec une gestuelle qui accompagne ça. Et pendant que tu es en train de labourer ton chant, et ben, tout le monde chante ça et danse ça et c'est ce que tu ressors après du coup dans certaines cérémonies, etc.
Donc ça reste très, très, très social. Ouais. C'est drôle, avec Mathis, on communique en silence pour voir comment on se distribue la parole. Et il y a des moments où on a plein de questions à la fois à te poser. Euh, je vais pas faire l'historien de la danse parce que j'ai pas assez étudié le sujet, mais dans les différentes manières dont la danse est utilisée par les gens, euh, il y a la manière, il y a l'utilité dont tu parlais, qui est une utilité sociale, de rassemblement, qui peut avoir plein de fonctions différentes, mais en tout cas, que ce soit en famille ou que ce soit dans des catégories sociales particulières pour signifier des choses, mais en tout cas pour rassembler les gens entre eux. Nous, dans nos métiers respectifs, j'ai l'impression qu'on utilise la danse, ou en tout cas que les chorégraphes utilisent la danse pour dire des choses à d'autres gens qui ne sont pas forcément les mêmes qu'eux. Et il y aurait peut-être d'autres manières encore d'utiliser la danse, mais il y en a une troisième qui est celle d'utiliser la danse pour soi, que ce soit pour guérir, pour se connaître mieux, pour... Et est-ce que je dis une bêtise si je dis que c'est quand même la voie vers laquelle tu t'orientes, ou en tout cas qui t'intéresse le plus? Et non, tu ne te trompes absolument pas et je vois très bien où tu veux en venir. Euh, Effectivement, moi j'ai commencé la danse non pas par souci esthétique ou par envie de me dépasser, mais clairement parce que j'avais envie d'extérioriser des émotions, des énergies, et que voilà, si j'ai commencé, enfin, si je me disais à 3 ans, je veux déjà être dans la danse, c'est qu'en fait j'étais dans ma chambre et que j'avais besoin d'avoir une sorte d'exécutoire en fait. Et toute ma danse est un peu basée là-dessus, clairement. Ça reste énormément de l'improvisation parce que je sais pas ce que je vais sortir, parce que j'ai besoin de sortir des choses. Et je pense que donc la danse a un pouvoir salvateur, libérateur et thérapeutique. Et c'est pour ça que de plus en plus, je m'oriente vers des ateliers en fait de danse et d'improvisation autour de la connaissance de soi, autour un petit peu des énergies qu'on a en nous. Et j'ai pas envie non plus de rentrer dans une tendance bien-être co, tu vois. Euh, mais je pense qu'on a un sacré pouvoir en nous si on regarde un peu et que qu'on a, comme je disais tout à l'heure, on a un peu déjà tout en nous, quoi. Donc, je discutais avec des élèves la semaine dernière où on faisait une métaphore genre d'un vase. Et j'avais plusieurs élèves, enfin, j'avais une élève qui me disait, mais moi, quand je danse, en fait, quand je rentre dans un cercle, j'ai l'impression d'être vide, j'ai pas de fond, j'essaie de faire de la forme parce qu'en fait, j'ai pas de fond. Et je trouvais ça, waouh, hyper, hyper violent. Et, et c'est justement toute la base de ma démarche, c'est de dire aux gens, mais vous avez un sacré fond en fait, et que essayez pas forcément de tout chercher à l'extérieur, de chercher une esthétique, d'essayer de faire du beau, de rentrer dans telle ou telle case pour être accepté ou pour être aimé, ou voilà, tu vois, si tu vas en mot. Mais, mais juste regarde en toi, essaie d'apprendre à te connaître, et plus tu regardes et plus tu verras que il y a de l'or et on est des pépites en fait. Donc, donc il y a tout un rapport à soi et ensuite dans ce rapport à soi, le rapport à l'autre. Voilà. Et ça passe énormément par l'impro et d'accepter en fait. Surtout toute une question d'acceptation de ce qu'on est, d'acceptation de ce qu'on sort, de pas essayer de juger ce qu'on sort. Et Et de manière pragmatique, pour s'imaginer du coup ce que tu fais quand tu interviens lors de ces ateliers, euh, est-ce que tu crois que tu peux expliquer par exemple le premier atelier que tu vas souvent faire, ou par quelle base tu démarres? C'est quoi les premiers outils que tu donnes pour, pour un peu faire cette plongée en soi et essayer de développer ces choses-là? les premiers outils que je donne, ça passe pas mal par de la conscience corporelle, juste remobiliser chaque partie du corps et leur donner de l'importance et de la valeur.
Euh, et ensuite, je fais pas mal des exercices en fait dans la durée. Dans la durée, je pousse les gens de passer de 0 à 100 en fait et de voir ce qui sort. Et si je le fais dans la durée, en fait, c'est pour, euh, pour qu'ils, pour qu'une fois qu'ils sont dans la fatigue, en fait, ils cherchent plus, ils soient plus ouais, dans la recherche, juste ils sortent ce qu'il y a à sortir et qu'ils soient surpris par ce qui sort. Et qu'il n'y ait plus cette question du mental qui cherche à faire des choses et juste être, juste danser. Donc, ouais, dans les premiers exercices, il y a une question de respiration aussi pas mal. Donc la respiration qui donne le mouvement et, euh, et des exercices de durée. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les premiers. Ok. T'as des... Toujours pour réussir à se l'imaginer, t'as des... t'as des anecdotes de discussions que ça a ouvert sans rentrer trop dans l'intimité des élèves ou des gens avec qui tu partages ça, mais des anecdotes de choses que ça fait ressortir ou de discussions que ça amène ou de... Je sais pas, Euh, quelque chose. ouais, clairement, ça donne lieu à euh, 1 à 2 heures dans des ateliers. Donc, ça donne lieu à pas mal de choses, mais ça donne lieu surtout à une rencontre avec soi. Il y a une élève qui m'a dit bah, merci parce qu'aujourd'hui je me suis rencontrée. Il y a une autre qui m'a dit elle avait jamais autant aimé la danse qu'à ce moment-là parce qu'elle l'a pas jugée en fait. Elle a pas essayé de sortir quelque chose, elle était juste dans l'accueil et elle a kiffé ce qu'elle a sorti. Et après, ça donne lieu tout simplement à essayer de poser des mots, à avoir une conscience sur ce qui est sorti. Parce que, en fait, ce que je vois dans les centres de formation, c'est qu'on est énormément dans l'exécution. On apprend, on ingurgite, décorer des bases, bah, du savoir-faire, mais qu'il y a, en tout cas, peut-être dans mon vécu à moi et le vécu de certaines personnes que j'ai connues, il n'y a pas tant de focus ou de travail sur le fond, sur toi, comment tu te sens dans ta danse. Il n'y a pas forcément de temps de parole sur ce qui se passe à l'intérieur. Et je trouve qu'en fait, ce travail est tout aussi important en fait que tout ce que tu apprends. Euh, Même si du coup ça rejoint vraiment la confiance, l'estime de soi, l'amour de soi, l'acceptation, etc. Et que ça devient aussi très intime, mais je trouve ça hyper important de mettre de la conscience dessus, de pas être que des êtres exécutants, mais aussi de réflexion, d'être des artistes de réflexion, de poser des mots, que ce soit en termes de philosophie, de sociologie de la danse, de psychologie, parce que faut avoir conscience que c'est un domaine très thérapeutique aussi. Et, euh, et en fait, tout ça, on n'en parle pas. Juste on pose des 8 et ça me. Voilà, j'étais un peu frustrée de ça. Et est-ce que tu as un but un peu pour, je sais pas, pour plus tard d'avoir la chance d'enseigner tes ateliers, de pouvoir faire ces ateliers dans l'école Révolution bah. Alors, si j'ai un objectif Ouais, bah, à l'école Révolution ou même dans d'autres écoles. bah, je suis intervenante actuellement. Je suis intervenante actuellement dans l'école Révolution par le biais de Fish and Shoes. J'ai fait des interventions ponctuelles. J'ai aussi fait ça dans d'autres centres de formation. Effectivement, à long terme, j'aimerais bien être intervenante ouais, à plein temps dans un centre de formation, clairement. Mais pour développer tout un pôle, je ne saurais pas comment l'appeler ce pôle, mais le pôle réflexion de l'artiste, tu vois, de pouvoir aussi faire intervenir. Bah là, je travaille justement sur le solo sur les femmes algériennes. Je travaille avec une docteure en sociologie. Du coup, on parle énormément en fait de la culture et de la culture algérienne. Mais en gros, on pose clairement euh, la danse et ce propos-là, comment ça se lie et quelle intention j'y mets. Et pourquoi j'ai pas envie de juste faire de la danse, mais de comprendre pourquoi je fais de la danse et pourquoi j'ai envie de travailler tel ou tel propos.
Et voilà, j'ai envie de pouvoir insérer ça dans les centres de formation, qu'on puisse, ouais, comme je disais, faire des artistes qui réfléchissent, des artistes qui créent, des artistes qui se sentent auteurs déjà, en fait, et pas forcément être que dans l'exécutif. Hmm. Du coup, là, tu parles de transmettre ces outils-là à des gens qui sont déjà en voie de professionnalisation pour la danse, donc dans différents centres de formation qui peuvent exister en France de danse. Est-ce que la problématique de, comment dire, hmm, dans les... Moi, j'ai une chose à laquelle je me heurte souvent en tant que danseur, c'est que j'ai l'impression que qu'on soit en train de danser dans les théâtres ou en train d'enseigner dans des centres de formation ou entre danseurs dans des centres de formation, j'ai l'impression qu'il y a un entre-soi qui est vite fort et que finalement tous ces outils-là qui nous servent beaucoup pour nous développer, nous sentir mieux, c'est des outils pour lesquels il y a peu d'espace pour les gens qui ont rien à voir avec le monde de la danse, tu vois, pour les gens de la vie, j'ai envie de dire, pour les... Je sais pas comment dire, mais il y a plein de gens qui sont très extérieurs au monde de la danse, pour qui c'est tout un charabia, ce dont on parle, tu vois, de bouger, de sentir des choses à l'intérieur de soi, etc. Et, et je sais qu'avec Fish and Shoes, entre autres, vous avez fait des ateliers auprès de migrants à Bordeaux, et que vous mettez en place d'autres choses. Toi, est-ce que c'est un axe qui, qui te tient à cœur d'amener la danse à des publics qui n'ont rien à voir avec ce monde qui paraît étrange parfois? Clairement, oui. Clairement, oui. C'est un objectif de vie, je crois. J'avais commencé l'été dernier à donner des ateliers connaissance de soi via le corps et la parole. Et c'était vraiment ouvert à tous. Forcément, dans mon réseau, il y a pas mal de danseurs et de danseuses. Mais c'était ouvert à tous parce que pour moi, c'est ultra important de faire rentrer ça dans ce monde, dans ce monde un peu occidental où on met tout dans la tête et rien dans le corps, tu vois. Euh, c'est ultra important et c'est pour ça que oui, j'ai commencé à avoir cette démarche d'atelier vers les gens lambda, entre guillemets. Et pas forcément l'amener en disant bah, on va danser. Parce que ça, clairement, il y a des cours partout, des cours aussi bien d'éveil pour les enfants qui ont juste envie de faire ça, ou des cours, prendre des cours de dancehall et autres parce que tu as envie de passer juste par de la pratique. Mais j'apportais ça plus sous le terme de mouvement, de juste mettre le corps en mouvement et de délier le corps avec la parole, de délier la parole avec le corps. Et du coup, ça donnait lieu mais à des trucs incroyables qui se, qui se disaient pas du tout danseurs ou quoi, mais qui ont sorti des choses magnifiques. Je crois que ce qui m'intéresse, enfin pas ce qui m'intéresse, mais ce qui me fait le plus bader, c'est de voir des amateurs danser en fait. Je trouve ça incroyable. J'avais vu une comédienne, un workshop de théâtre physique. Elle a, elle a fait une improvisation et en fait, elle n'avait aucune base de danse. Mais au bout de 30 secondes, c'était tellement vrai, c'était tellement ses tripes. Au bout de 30 secondes, j'ai pleuré en fait. Parce que ce qu'elle était. J'ai reçu ce qu'elle était en fait parce qu'elle y allait. Bah, elle y mettait du véritable. Et moi, tout ce que j'aime, c'est le véritable et même le naïf en fait. J'aime le naïf. J'aime quand tu sais pas du tout et t'as pas de prétention de savoir ou de pratique ou quoi que ce soit et t'y vas à l'inconnu. Tu vois ce truc toujours d'aller à l'inconnu et de sortir de, comme on dit, de sa zone de confort et de voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que quand je vois des amateurs danser avec tout ce qu'ils sont et juste ce qu'ils sont, c'est magnifique. Et du coup, tu réponds à une partie de ma question, et du coup, je vais essayer de la reposer, mais plus d'un aspect quasi politique, concernant les espaces d'accès, en fait, à ces ateliers, à ces travaux sur soi, à cette culture-là. Parce que, comme tu l'as dit, bah, par exemple, toi, quand tu as mis en place des ateliers, tu t'es quand même retrouvé, j'imagine, confronté au fait que ben, le réseau fait que c'est des danseurs ou des amis de danseurs qui viennent à ces ateliers-là, où quelquefois tu as une personne sur 10 qui s'est retrouvée là par hasard.
mais en tout cas, moi, à mon avis, trop peu. Et quelqu'un qui ne connaît rien à la danse, moi, je sais que par exemple, j'ai grandi à la campagne, et si je m'étais pas retrouvé par hasard dans le milieu de la danse, j'aurais peut-être jamais vu de spectacle de danse de ma vie. Le premier spectacle de danse que j'ai vu de ma vie, je devais avoir 22 ans, tu vois. Et du coup, même si on est j'ai l'impression que dans beaucoup de classes sociales, en fait, si on nous dit pas qu'on peut passer la porte d'un théâtre, on n'ira pas. Et c'est une vraie question politique de comment ouvrir ces espaces-là. Euh, et j'imagine que c'est des questions qui t'importent aussi, pour pas te retrouver à transmettre ces choses-là qu'à des danseurs ou des amis de danseurs ou des gens déjà. Bien sûr que c'est important pour eux, mais déjà dans une aisance quant à l'accès à la culture, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? On peut faire. Il faut infiltrer le réseau. Faut infiltrer petit à petit. J'ai pas l'impression qu'on puisse rentrer par la grande porte, que d'un seul coup il y ait des cours ça, partout. Mais éveiller la curiosité, enfin, tu peux quand même essayer d'enfoncer des portes du genre, je connais des gens qui vont faire ça dans les entreprises, qui disent, bon bah voilà, on propose un temps de mouvement entre midi et deux à l'entreprise en proposant ce genre de petites formations, de petits temps, bah voilà, ça commence à rentrer un peu dans les têtes. De ma place aujourd'hui, à mon échelle, je pense qu'il faut ouais, incruster un petit peu par-ci, par-là, proposer des choses avec toujours les bons mots et une bonne communication. Parce que j'ai un peu l'impression que les artistes sont toujours vus comme comme des perchés, tu vois. Que, Oui, oui, c'est de ça d'ailleurs que je parle, de cloisonner, quoi. ouais, bah voilà, comme tu disais, on est des êtres qui sont beaucoup dans la tête, en tout cas en Occident. Et on a besoin juste de réveiller ce corps, parce que moi, c'est horrible, mais j'ai un peu l'habitude d'appeler ça le corps viande des gens qui l'utilisent pas, en fait, qui l'utilisent comme un véhicule pour aller d'un point A à un point B. Et, euh, et en fait, on sous-estime l'intelligence du corps, on sous-estime l'intelligence, son énergie, toute sa santé, etc. Bref. Bah, je pense, oui, qu'il faut utiliser les petites portes petit à petit et montrer voilà, cette image de reconnexion toute douce avec son corps. Moi, j'ai commencé à me dire ça juste en étant en centre de formation de base. Je prenais la danse comme étant une suite de mouvements, tu vois. J'arrivais pas du tout à poser des mots dessus. C'est ce que ça me faisait. C'est en centre de formation que j'ai compris que, ok, on a des articulations, à l'intérieur de ça, il y a des flux, et que de ce genre de flux, il y a des énergies, et que, en fait, tu peux te connecter à ces énergies, ça peut faire naître un mouvement, et en fait, il y a la respiration, et petit à petit, tu vois, tu rentres dans ce genre de vocabulaire. Mais c'est vraiment pas facile, en fait, d'ouvrir ce champ de vocabulaire. Et en même temps, enfin, c'est toute notre lutte aujourd'hui en tant qu'artiste de même faire reconnaître que être artiste est un métier. Encore une fois, c'est un truc qui a l'air totalement perché, tu vois. Je ne saurais pas dire comment changer les choses aujourd'hui. Je pense qu'il faut y aller petit à petit, mais que chacun fasse sa part, comme le colibri. J'ai l'impression que d'éveiller la curiosité des gens, c'était un peu l'un des buts que vous avez eu lorsque vous faisiez le projet On n'arrêtera pas de danser, je crois, à Bordeaux pendant le Covid, non? Ouais. En fait, ça partait du coup de Fanny Delépine et de Julia Flo, qui sont deux danseuses de Bordeaux. Et elles avaient très envie d'interpeller les gens dans la rue sur les conditions actuelles et la santé du secteur culturel, qui est totalement pas du tout pris en compte. Donc en fait, ouais, la première idée, c'était de sensibiliser les gens en disant, mais regardez, en fait, il y a des gens qui vivent de la culture, il y a des gens qui vivent du spectacle vivant notamment, et de la danse. Et en fait, là, on est en train de mourir, tout le secteur est en train de mourir, et on a l'impression que vous le voyez pas. Donc à un moment donné, en fait, il faut poser les yeux dessus, il faut poser un regard dessus,
et accepter que ça existe. Parce qu'il y a je sais pas, il y a un peu un truc du genre, on est un peu dans le déni qu'on n'accepte pas trop les artistes et le fait qu'ils vivent de leur passion. Il y a tout un truc assez philo et sociaux derrière le fait que normalement, dans notre société judéo-chrétienne, il faut un peu souffrir et que le travail c'est de la souffrance et que vivre de sa passion c'est réservé qu'à des privilégiés. Et, euh, et en fait, ça reste un métier. Donc, on a aussi notre lot de souffrance, même si c'est pas ça qu'il faut mettre en exergue. Mais en gros, c'est un métier et il est utile, il est productif aussi à sa manière. Et on fait vivre énormément de gens, en fait, en France. Donc, à un moment donné, il faut poser le regard dessus. Donc, effectivement, on n'arrêtera pas de danser. C'est des performances sauvages en rue. Donc, ça dure 5 minutes. C'est pas du tout déclaré parce que justement, on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là de devoir déclarer une manifestation pour pouvoir utiliser son corps et danser dans la rue. Je trouve pas ça trop logique. Et voilà, on a commencé ça en octobre et ça a pris de plus en plus d'ampleur. Et aujourd'hui, en fait, j'avais émis l'idée en janvier de faire une journée nationale, on va dire, un appel national en tout cas pour reprendre la performance dans plusieurs villes. Et ça s'est fait le samedi 27 mars. On a été pas mal de collectifs à se mobiliser pour organiser ça et ça s'est fait du coup dans 19 villes où la performance a été reprise en simultané par plus de 1000 personnes, quoi. Donc on espère que petit à petit ça sensibilise les gens. Certes, ça peut sembler, c'est un acte politique, c'est un acte militant, et bien sûr qu'on a envie forcément quelque part que ça revienne aux oreilles des politiques, etc. Mais je crois que le souci premier, en fait, c'était déjà de descendre dans la rue et de montrer qu'on existe et qu'on a des choses à dire et que voilà, juste le premier truc, c'est de descendre dans la rue, quoi, de se faire voir. D'accord. D'accord. Petit monologue. Non, non, c'est cool que tu parles de ça, d'autant plus que c'est un mouvement, si je dis pas de bêtises, qui est parti de vous, de Bordeaux. Je disais que c'était cool que tu parles de cette démarche On n'arrêtera pas de danser qui est née à Bordeaux et qui était de votre initiative, si je dis pas de bêtises. Et qui est quand même un bon exemple dans cette drôle de période de comment remettre du physique et du corps dans la vie de tous les jours, alors que ça paraît être devenu un défi, un grand défi. Donc voilà, c'était pour conclure sur le drôle de d'accord que j'ai dit suite à ton monologue, qui n'en était pas un. De toute façon, on arrive à la fin de la discussion. Et on a un petit rituel, c'est qu'à chaque fois, on demande à la personne qu'on a eue juste avant de définir la personne suivante en 3 mots. Donc nous, on a eu Mufasa juste avant toi. Et pour te définir, elle a dit, tu vas être contente, elle a dit lumière, chaleur, et ensuite elle a dit perception humaine, où elle perçoit les humains. Voilà, je te laisse avec ça. Et ensuite, elle voulait qu'on aborde un sujet avec toi, euh, que je pensais qu'on allait peut-être aborder à un moment donné, qui est celui de la résilience. Tu sais, elle travaille beaucoup sur la dernière créa qu'elle a faite. Elle a bossé avec des femmes en prison sur la résilience et la capacité à se remettre d'épreuves d'épreuves dures, etc. J'imagine que ça l'intéresserait de savoir si toi, tu as des projets qui sont en lien avec cette chose-là ou pas. Est-ce que j'ai des projets qui sont en lien avec ça? Actuellement, pas, mais j'avais, enfin si, pardon, si, parce que je vais commencer projet normalement, s'il est validé, un projet avec des migrants à la rentrée, euh, s'appelle Cœur en mêlée, si je dis pas de, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, c'est des migrants qui font des sessions en fait tous les lundis soirs de rugby, donc de sport collectif. Et, euh, et en gros, c'est comment le sport et la remise en corps leur permet de se reconstruire, tout simplement.
Bon, on va voir si ce projet-là va aboutir ou pas. Mais c'est déjà un truc que j'avais très très envie de faire. J'en parlais à l'époque avec Régine Chopineau qui a l'habitude de faire des créations avec des migrants et sur le thème oui, de la résilience et juste de la remise en corps et un peu oublier aussi, oublier les soucis, hein, tout simplement, et se reconnecter à leur identité. Et j'avais un peu ça en tête avec les migrants qu'on accompagnait dans les squats, avec les initiations qu'on faisait avec Fish and Shoes. Sauf que les squats ont été fermés, en fait. Donc, on n'a pas réétabli de lien avec eux, avec les nouveaux squats, on va dire. Et je suis partie, moi, sur d'autres projets professionnels. Mais sur la question de la résilience, moi, j'ai vraiment des projets, mais pas forcément des projets concrets. C'est-à-dire que je m'étais rapprochée d'une association de femmes aussi, qui faisait de la danse-thérapie, donc des femmes qui avaient besoin de se reconstruire et de passer par le corps. Et au final, ça ne s'est pas fait non plus. Donc, je crois que je suis toujours un peu à côté de tout ça. Je sais que je gravite autour et, euh, et que ça arrive, en fait. Ça arrive un petit peu, tout doucement. Ouais, je pense que naturellement, tu devrais de fil en aiguille te retrouver dans des projets qui abordent cette question-là de toute manière. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, tu interviens pas mal dans des formations professionnelles de danse parce que c'est aussi là où ton réseau t'a rapidement amené, mais que le but c'est de faire ça auprès de tout un tas de publics différents. Et du coup, la personne qu'on reçoit juste après toi, je ne sais pas si tu le connais, c'est un breaker de Paris qui, euh, qui est très hip-hop dans le sens où c'est un vrai historien de la culture hip-hop, qu'il a une forte maîtrise des bases, qui connaissait très très bien Karim Barouche, qui est décédé, qui était dans le crew actuel Force, qui lui a légué la plupart de tout ce qu'il sait, etc. C'est Bruce Wayne, il s'appelle. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Si je vois j'en ai déjà entendu pas mal parler. Je l'ai déjà vu certainement. Mais alors là, tout de suite, je D'accord. Et reste ben dans le milieu debout, hein. dans ce cas-là, on va pas te demander de le décrire en 3 mots, mais tu peux décider d'une question ou d'un sujet que tu aimerais qu'on aborde avec lui. Donc ce que tu sais, c'est ce que je viens de te dire. Tu sais qu'il fait du break, qu'il vient de Paris, et qu'on va discuter avec lui bientôt. Qu'est-ce que tu aimerais lui demander? Vu que je le connais pas, je ne sais pas, je sais pas par quoi il a commencé. En fait, qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui le fait vibrer, enfin, qu'est-ce qui l'a amené à danser? Bah, ça, je peux pas trop parler en son nom parce que je le connais, mais pas si bien que ça. Mais peut-être que si toi, tu te poses des questions à ton niveau, dans ton art, dans ta démarche, rien que le fait de nous demander de l'aborder avec lui, déjà, peut-être que ça sera cool. Ça fera que on discutera d'un truc qu'on n'aurait pas discuté avec lui à la base. Attends, t'es en train de me dire quoi là? Faut que je réitère ma question différemment? Ouais, je suis en train de dire que si tu veux, tu peux, toi, des questions que tu abordes au quotidien dans ta pratique, tu peux nous demander de lui poser. Mais du coup, j'aimerais bien que tu en formules une parce que je ne peux pas la deviner pour toi. Parce que ma formation sur ce qui l'anime, ça va pas. Ah, Euh, D'accord, ok. Ah ouais, j'y avais pas du tout compris. dans ma pratique. d'accord, tu parlais de ça. J'ai cru que tu nous posais la question de qu'est-ce qu'il a dit. Elle est géniale cette fin d'interview. Ah non, je la posais à lui. Qu'est-ce qui l'anime? D'accord, ok, très bien. Marine, si les gens s'intéressent à ce que tu fais et aux ateliers que tu mets en place, où est-ce qu'on peut retrouver déjà ce que tu fais en termes de danse et où est-ce qu'on peut avoir les infos de ce que tu fais en termes d'ateliers et de démarches pédagogiques? Alors là, on peut me retrouver pas mal, du coup, c'est sur Instagram, à Marinizzy, ASZY. Et de là, je pense qu'on peut juste simplement me poser la question en privé des ateliers que je donne, tout simplement. Parce que ça reste des ateliers quand j'ai le temps et j'ai pas, aujourd'hui en temps de Covid, salle, etc. Donc ça reste un peu clandestin, Ok, ça marche. tout simplement.
Marine, merci. Grave, merci. C'est du lourd. Merci à vous, les gars. Merci pour ce que vous faites, en tout cas. Un plaisir. Avec plaisir. Mm. L'idée, c'est de faire ça. L'idée, c'est de le faire tout le reste de l'année. Et chaque semaine, tous les mardis, pendant un an, d'avoir des gens comme toi qui nous parlent de tout ça. Donc, on va voir si on s'y tient. Et merci de nous avoir donné du temps en sortant du travail. Et bonne continuation à toi. Grave, bisous. Prends soin de toi. À la prochaine. Merci à vous aussi pour vos beaux projets. À Sagona. Bisous, les gars. Ciao. Ciao.